Everything is possible with you. Wherever I am, wherever you are, peace and brightness, nothing is so hard now I see. Forgive me all the secrets of my life. Everything is happening in your mind. You bring me En attendant, virus. Salut. C'est toujours, hein? Toujours. Encore. Toujours, hein? Enrique Gagou. Raoul, le platinum à Cotonou. Amérique consommé. Max Cawenzo. Guillermo Marique consommé. Enrique Tigre consommé. Kulika Chemachi. Poupée, Tigre poupée pas tout vite. Rio. Balaye Mama Tom Tigre la Sam Tigre la Tom Salut, salut, salut. Merci à tous d'être là. Toujours au rendez-vous hebdomadaire d'Apéro Conversation, merci. Esprit choco, Dijon de bâti, accéléré DJ Papa, DJ Roger, Roger. Est-ce que tout le monde est prêt pour Apéro Conversation de ce samedi 24 avril? Merci, bonjour et bonsoir à ceux qui nous suivent d'habitude sur cette plateforme, cette chaîne Apéro Conversation. On est content de vous retrouver comme tous les samedis, en tout cas tous les samedis régulièrement parce qu'on prend très peu de congés. Mais on est content de vous retrouver ici pour discuter autour des thèmes sur l'histoire, sur l'Afrique, sur la religion, sur la politique, etc. On est toujours content de venir à ce rendez-vous parce que nous partageons
ensemble les mêmes soucis, les mêmes inquiétudes sur cette thématique que je viens d'énoncer. Et donc, c'est toujours un plaisir de vous retrouver chaque samedi, prêt au rendez-vous à partir de 17h, heure de Montréal. Donc, aujourd'hui, le thème de ce jour, vous le savez, c'est Africa Paradistraction. Africa Paradistraction. L'Afrique est le paradis de la distraction. C'est le postulat que je mets sur la table d'entrée de jeu. On va en discuter, on va en parler. Et comme vous le savez, aujourd'hui, samedi, c'est le week-end. Hein? On va jouer un peu de musique. Mais dis-moi, tu es un peu bizarre là. Laisse expliquer. Oh, quel problème. Tu n'aimes pas, mais tu es dans quand même. Tu penses ça comme ça. Tu n'aimes pas, mais tu es dans quand même. Tu penses ça comme ça. Tu as tellement cherché foyer, aujourd'hui tu es dedans. Car son infidélité, tu n'attendais pas ça. Mais à cause du foyer, tu essaies d'assumer dans le chagrin. Tu n'es pas, mais tu es dedans quand même. Tu penses ça comme ça. Tu n'es pas. Comme ça. Tu n'as pas d'amour sous le on va à l'école pour devenir quelqu'un. Faire comme les études, beaucoup de diplômes, sans boulot. Le gars ici, pas du bon job, tu dis c'est sacrifice de l'eau. Mais tu attends pas de sacrifier ton boulot. Y'a rien de jalousie, pense comme ça. Tu n'es pas, mais tu es dedans quand même. Tu penses à ça. Vous voulez qu'on parle d'Idriss Déby? Idriss Déby Itno. Il y a des présidents qui se maintiennent au pouvoir. Dans la France même, après ils s'étonnent quand le peuple est révolté. Et pourtant le peuple est souverain. On n'est pas, on laisse pas les loups. Alors, on va commencer. J'ai vu dans les commentaires actualité décès du maréchal président de la République tchadienne Idriss Déby Itno. J'ai pas mis ça en actualité parce que je voulais faire uniquement le sujet du jour parce que des fois, les actualités nous prennent du temps et ça rallonge les vidéos, ça rallonge le live. Et donc, je me suis dit que pour aujourd'hui, vu qu'on a discuté longuement de cette affaire d'Idriss Déby Itno sur la plupart des pages africaines et même internationales, est-ce qu'il y avait besoin d'en parler? Mais si vous voulez, on peut faire un petit, très, très bref aperçu. Alors, comme vous le savez, il est décédé après 30 ans de pouvoir. Selon la version officielle, il est décédé sur le front parce qu'il y a une rébellion sur son territoire. Et la rébellion est à 300 km de N'Djamena, la capitale du Tchad. Et donc, il serait parti sur le front avec ses soldats et c'est là qu'il est décédé. Beaucoup de rumeurs, disons-le parce que ce n'est pas confirmé, nous disent qu'il a été abattu dans son palais lors d'une altercation avec des militaires. Et je sais pas, je peux pas vous dire qui est derrière, comment ça s'est passé, mais il serait
décédé de 23 balles dans le corps au sein du palais présidentiel à N'Djamena. Le problème de son décès, ce n'est pas peut-être le coup d'État ou l'assassinat dont il a été la victime, c'est qu'aussitôt, dans un processus qui est aujourd'hui connu, un groupement de soldats et d'officiers de l'armée s'est pointé devant la télé pour dire qu'il est décédé sur le front et donc ils annulent tous les effets de la Constitution. La Constitution stipulait que en cas d'absence ou de décès du chef de l'État, c'est le président de l'Assemblée nationale qui prend le pouvoir. Mais la junte militaire qui a pris la parole à la télévision tchadienne a déclaré qu'il mettait en place un comité de transition, et c'est un comité de transition militaire. Et à sa tête, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis le fils général 4 étoiles de Idriss Déby Itno. Donc, Idriss Déby Itno est mort, vive le président Mahamat Idriss Déby Itno. Donc, forcément, pour beaucoup, ça rappelle des mauvais souvenirs. Je parle des Togolais, des Gabonais, mais surtout des Togolais aussi, parce que les Gabonais, au moins, peuvent dire qu'il y a eu des élections. Alors qu'au Togo, par exemple, c'est effectivement le même procédé. C'est que des militaires sont venus à la télé nous dire que la Constitution a été mise en pause et que le chef de l'État était le fils du président qui venait de décéder. Et donc, aujourd'hui, on en parle énormément sur la toile, mais on a vu aussi les cérémonies de funérailles de Idriss Déby, où le président français s'est déplacé pour faire un discours, je dirais, guerrier, en disant qu'ils ne laisseront personne troubler la quiétude du Tchad, ce qui veut dire qu'ils soutiennent le coup de force, la junte militaire. Il a été accueilli à l'aéroport par le fils du président, actuellement chef président de la République, mais chef de la junte militaire au pouvoir. Et beaucoup d'autres chefs d'État sont allés non seulement pour accompagner leurs confrères qui allaient être enterrés, mais aussi pour adouber d'une certaine façon à peine voilée le fils qui a été mis au pouvoir. C'est la France-Afrique, c'est la France et l'Afrique, et les conséquences sont désastreuses à chaque fois. Nous avons des États qui sont dits souverains, mais qui sont pilotés par leur ancienne colonie, et nous avons un collège de dirigeants et de chefs d'État qui ne veulent toujours pas tourner la page. C'est-à-dire que vous avez les mêmes personnes qui nous racontent les mêmes histoires et font exactement la même chose à chaque occasion. Là où le bas blesse, c'est que l'opposition n'aura aucun soutien. Ils vont gesticuler, ils vont parler, ils vont réclamer à corps et à cri un retour à l'ordre constitutionnel. Ils vont demander qu'on fasse des élections libres et transparentes, mais ils vont quand même s'arranger pour garder les mêmes personnes au pouvoir. Là où encore c'est délicat, c'est que nous entendons ces discours qui font de ce monsieur qui est resté manu militari au pouvoir pendant 30 ans, on le présente comme un panafricain, on le présente comme un héros, comme un ange, comme une étoile du berger dans le ciel selon les mots de sa femme, encore on peut comprendre, mais c'est-à-dire que vous avez des intellectuels ou des responsables publics qui viennent sortir ce genre de discours comme si nous étions tous amnésiques, comme si nous avions oublié les exactions que subissent les Tchadiens, comme si on n'avait aucune notion de la pauvreté et du sous-développement de cet État-là. Après 30 ans de pouvoir, si quelqu'un est véritablement panafricain, c'est-à-dire qui a à cœur l'Afrique, il ne s'agit pas d'aller combattre des djihadistes opportuns ou une rébellion opportune qui permet de maintenir les gens avec les armes au pouvoir, mais il s'agit d'aider les Africains. Il s'agit de travailler pour l'Afrique. Il s'agit d'agir dans l'intérêt de l'Afrique, pas dans l'intérêt d'une ethnie, d'une famille, de quelques personnes, pire encore, de quelques individus. Et donc, moi, je ne voulais absolument pas aborder le sujet parce que, à part répéter ce que les gens disent sur toutes les plateformes, on ne fera que continuer à s'énerver. Et pourquoi je mets sur la table un thème Africa para-distraction? C'est parce que je suis convaincu, que je suis absolument persuadé que c'est notre penchant pour la distraction qui fait que nous ne sommes pas la génération qui va sauver le continent africain. Et donc, je voudrais qu'on parle de ce sujet. Oui, je suis fatigué. Oui, je suis fâché. Oui, je suis frustré. Mais bon, on est là. On va faire ce qu'on peut faire.
qui a chanté cette chanson? Alors, l'Afrique est-elle le continent de la distraction? Pourquoi est-ce que nous donnons autant de place au loisir et à la distraction dans nos pays, dans nos communautés? Comment cela se fait-il qu'avec tous les problèmes que nous avons, tous les défis que nous avons à relever, comment cela se fait que nous préférons toujours nous amuser beaucoup plus que de travailler pour le continent? Je ne sais pas si vous connaissez le film Africa Paradis. C'est un film qui a été réalisé par le Béninois Sylvestre Amoussou et qui est sorti en 2007. Le synopsis de ce film propose, disons, un contexte idyllique où l'Afrique est devenue un continent prospère, un continent tellement prospère, d'une grande prospérité, que l'Europe, à contrario, est devenue un continent sous-développé. Et donc, les vagues d'immigration ont changé d'orientation. C'est maintenant les Européens qui cherchent à migrer vers l'Afrique pour trouver solution à leur vie. Et donc, dans ce contexte où l'Europe a sombré dans la misère, le film raconte l'histoire de 2 Français immigrés clandestins en Afrique qui cherchent à avoir les papiers et qui travaillent au noir et subissent tous les clichés et toutes les affres de l'immigration clandestine. Et la scène se passe en 2033. Nous sommes en 2021, c'est-à-dire à quelques années seulement de 2030-2033, mais on n'est pas vraiment dans l'inflexion du développement. On peut citer le Rwanda, le Ghana si on veut, mais l'Afrique en général n'est pas encore tournée vers le développement. Au contraire, même la Libye qui était partie avec des infrastructures intéressantes a beaucoup sombré, et puis tous les pays du Sahel qui sont en prise avec un terrorisme opportun, comme je le disais tantôt. Nous sommes à la veille de ce projet, de ce film-là, d'un continent où les choses vont bien, si bien que ce sont les Européens qui cherchent à immigrer en Afrique. Mais pourquoi je veux qu'on parle d'Africa Paradistraction? Parce que, en pensant à ce film Africa Paradis, j'ai fait le jeu de mots avec distraction, parce que au lieu de dire l'Afrique est le paradis de la distraction, je fais l'Afrique paradistraction. Parce que si on veut rester tel que l'on est aujourd'hui, c'est vers là que nous allons. Vers l'amusement permanent, vers le folklore, le divertissement, les danses, les fêtes, les rigolades, les commérages. Nous allons ouvrir des bars et des bars. L'entrepreneur africain, le seul business qu'il peut monter qui va marcher, ce sera un bar. Les clubs, la prostitution, n'en parlons pas. Et quand les gens auront fini de s'amuser et de boire et qu'ils seront épuisés dans leur vie, ils vont se tourner vers les églises qui vont continuer à se multiplier. Pourquoi? Parce que on ne construit pas un continent où les gens peuvent s'épanouir. On a l'impression que le logiciel de gouvernement en Afrique ne sert qu'à retarder l'Afrique ou à le maintenir dans la pauvreté. Et ce n'est pas aujourd'hui
qu'on a commencé à parler de ça, ça date de près de 60 ans. C'est un phénomène totalement contradictoire pour des peuples qui ont des défis de développement autant que les Africains ont, mais qui ne sont pas capables de se prendre au sérieux. Peut-être que la tâche est dure et qu'elle est compliquée à réaliser. Peut-être que le travail à faire est si énorme que les gens s'épuisent à vouloir attaquer ce morceau. Mais si on ne se soutient pas, si on ne se réorganise pas, si on ne travaille pas entre nous, si on ne prend pas ça au sérieux et qu'on continue d'investir autant dans le divertissement et la distraction, nous n'en sortirons pas, nos enfants ne s'en sortiront pas. Il y a une autre attitude en plus de la distraction qui fait que l'Afrique n'est pas tournée vers le développement, c'est la division. On semble donner raison à cette phrase qui dit que les Noirs ou les Africains ne savent que courir et danser. Donc, on est en train de courir à fuir nos pays. Et quand on ne fuit pas, ou même quand on est dans des pays dits développés, au lieu de construire des communautés qui seront des ressources véritables pour le développement de l'Afrique, je ne parle pas de continuer à donner des subsides à nos familles qui sont restées au pays ou à essayer d'aller sortir nos petits frères et nos petites sœurs. Je parle de construire une communauté de la diaspora qui n'est pas inféodée au modèle et au logiciel de gouvernement en Afrique, mais qui apporte de vraies réponses. Mais on constatera malheureusement que même en Occident, c'est la distraction notre première préoccupation. Et quand ce n'est pas la distraction, c'est la division. Et c'est malheureux. Qu'est-ce qu'il nous faut, mes chers amis, pour prendre conscience que nous avons besoin véritablement de travailler à prendre conscience à nos communautés, à nos populations et investir dans l'éducation, la sensibilisation et dans la mobilisation. On n'a pas besoin des centaines de millions de gens. On a besoin d'une masse critique de personnes qui ont compris, qui ont pris la décision ferme de s'engager dans l'éducation, la sensibilisation et la mobilisation. Et tant qu'on n'est pas capable d'arriver à trouver cette masse critique de gens qui vont accepter, ne serait-ce que pour un temps, parce qu'on ne peut pas empêcher les gens de s'amuser quand il le faut. Il y a tellement de fêtes traditionnelles, de jours fériés qu'on peut s'amuser tellement. Mais entre-temps, il nous faut juste une masse critique de gens qui acceptent de se consacrer à éduquer, à s'éduquer d'abord, à éduquer ensuite, à sensibiliser et à mobiliser. Donc, on va parler des vertus de l'éducation et de la sensibilisation. On va parler de pourquoi est-ce qu'il faut être mobilisé. Ça va être short and sweet aujourd'hui, hein. Donc, voilà. Pour que l'Afrique soit un paradis, on a besoin de travailler. Ouh là là, hey. Si tu as goûté, forcément tu vas rester. Tu seras dans les serrés, si seulement tu as testé. As-tu le moral? Est-ce que tu es prêt? T'auras pas le choix, non, non, est-ce que tu sais? Parce que c'est le paradis sur terre. Oh, le paradis sur terre. Avec moi, c'est le paradis sur terre. Pour la terre, le paradis sur terre. Quand j'ai connu le gars, il jouait les dangereux. Il faisait sa loi dans son domaine, pas de concurrent. Le fait ton beurre, les femmes, il mettait facilement dans son lit. Il a trop de charme, il veut tirer ton sou. Mais eux, ils sont bons, bien qu'il me rapporte à tout terminer. Depuis qu'il m'a choisi son genre, il a déterminé. Il voulait du et il a des fonds.
la vie est tombée franc. Parce que c'est le paradis sur terre. Oh, le paradis sur terre. Avec toi, c'est le paradis sur terre. Pour là, c'est le paradis sur terre. De moi, il est devenu fou. Il a perdu la raison. J'ai imposé le mien. J'ai mélangé son réseau. Avec toi, il a migré sur le profil de l'amour durable. Il a souscrit au pass du plaisir incommensurable. Il a goûté, il est resté. Il n'aurait pas dû tester. Il est rentré dans la danse. Parce que j'ai tout sur la tête. Règle tout bien dans la tête. De ses objectifs que j'ai rien. Ce qui pourrait faire son. Si tu es à côté, forcément tu vas rester. Tu seras collectionné si seulement tu as testé. As-tu le moral? Est-ce que t'es prêt? T'auras pas le choix, non, non, est-ce que tu sais? Parce que c'est le paradis sur terre. Oh, le paradis sur terre. Avec moi c'est le paradis sur terre. Moi c'est le paradis sur terre. Parce que c'est le paradis sur terre. Oh, le paradis sur terre. Avec moi c'est le paradis sur terre. Moi c'est le paradis sur terre. Parce que c'est le paradis sur terre. Moi c'est le paradis sur terre. Mais quand j'ai parlé de vivre, puis mourir, je n'ai pas de considération particulière pour la mort parce que de toutes les façons elle est inévitable. Vivre, c'est aimer. Aimer, c'est vivre. On cesse de vivre lorsqu'on cesse d'aimer. Et l'amour, c'est important pour vivre. La mort, c'est la fin de la vie. L'amour, c'est l'antithèse de la mort. Il faut aimer. Il faut s'aimer soi-même. Si on cesse d'aimer, on cesse de vivre. Alors, nous allons parler de l'éducation, de la sensibilisation et de la mobilisation. Pourquoi? Ces trois éléments sont importants absolument pour essayer de travailler maintenant pour l'Afrique, pour le développement de l'Afrique. L'éducation, dit-on, est un puissant agent de changement. Et il n'y a pas un seul pays en Afrique où les gens n'espèrent pas le changement. Parce que les gens ne sont pas satisfaits de leur situation. Il est vrai que l'être humain a besoin constamment de changement et l'être humain change constamment. Mais nous parlons d'un véritable changement en Afrique parce que ça fait 60 ans dépassés que des pays sont indépendants, mais ne sont pas capables d'investir dans le moindre secteur d'activité de leur pays sans la Banque mondiale, sans les apporteurs de fonds étrangers. On parle de la santé, de l'éducation. On n'est pas capable dans beaucoup de pays indépendants en Afrique de pouvoir investir dans ces secteurs-là sans aide extérieure. Et là, on nous dit que le changement prend une éducation. Pour avoir un véritable changement, il faut éduquer. C'est l'un des plus importants, sinon le plus important investissement qu'un pays puisse faire pour son avenir. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas penser à demain. Vous ne pouvez pas avoir des besoins de main-d'œuvre, des besoins de développement comme on en a en Afrique, mais ne pas être capable d'investir beaucoup plus d'argent dans le secteur de l'éducation. Je l'ai déjà dit une fois ici, on investit plus dans la sécurité des pays, des petits pays qui ne sont pas en guerre avec leurs voisins, des pays où il n'y a aucun problème de guerre, mais on investit dans l'armée. Beaucoup plus qu'on investit dans les écoles, qu'on investit plus pour acheter des munitions, pour acheter du matériel militaire que d'acheter des manuels pour éduquer nos enfants. Et c'est pareil pour un individu qui est autonome. L'individu qui est autonome a besoin d'éducation pour se prendre en charge. C'est vrai que, comment on appelle ça, on a des fois des problèmes de moyens parce qu'effectivement, il y a certaines choses qui n'existent pas, mais quand vous n'avez pas été à l'école jusqu'à un certain niveau, mais que maintenant vous êtes autonome, l'éducation, ce n'est pas seulement une question d'école, c'est-à-dire école telle que l'Occident nous l'a enseigné. Il y a tellement de domaines d'information sur lesquels on est complètement ignorant
que ça fait partie aussi de notre éducation. Mais quand on prend l'école, on prend le collège, on prend le lycée, l'université, on prend les formations autonomes et autodidactes, nous avons l'obligation pour nous-mêmes, pour nos familles, pour nos enfants, pour nos patries, de nous former. Nous avons l'obligation de nous former. De nous former, d'apprendre, de connaître pour être capable de transmettre. Et ça coûte moins cher. Ça coûte moins cher que l'alcool, que les clubs, ça coûte moins cher que les histoires de sexe, mais ça coûte même moins cher que les églises. Parce que ce que les gens investissent dans les dîmes, dans les cotisations, dans les ceci et cela pour être bénis, ils peuvent l'investir en achetant des bouquins. Ils peuvent l'investir en allant dans des secteurs donnés pour aller apprendre quelque chose. Mais on ne le fait pas. On néglige l'éducation. On a l'impression qu'elle est réservée pour quelques-uns. L'Afrique a de gros défis dans tous les domaines. La solution, mais c'est l'érection d'une génération consciente à travers l'éducation. On a besoin de gens qui sont réfléchis, qui réfléchissent par rapport à leur territoire, et ce n'est que comme ça qu'on est capable d'évoluer. Ce n'est qu'avec l'éducation qu'on est capable de nous élever, de maîtriser nos environnements, de savoir ce qui se passe à telle période de l'année, de savoir quel type de terre nous avons, quel type de culture va marcher, de savoir quelle société nous voulons former et quelles sont les lois et les édits de morale qu'on peut mettre en place pour accompagner ça. Quels sont les garde-fous qu'on doit trouver? On doit pouvoir réfléchir à nos environnements et apporter des solutions correspondantes. Ce n'est que comme ça que nous pouvons construire nos patries, que nous pouvons nous construire nous-mêmes et ensuite transmettre à nos enfants. Alors, la difficulté d'éducation existe, le refus même d'éducation existe parce que, bon, les gens ne trouvent pas forcément un intérêt à être éduqués ou à être portés sur des sujets, des thématiques qui semblent très loin de leur réalité. Mais ça, c'est un côté. Mais notre système éducatif doit être fondamentalement réformé. On y parle même de corruption, c'est-à-dire que malgré le manque, malgré les déficits de budget, on trouve quand même des gens qui détournent l'argent de l'éducation. On trouve des gens qui prennent l'argent, qui font des collectes pour construire des bancs et construire des écoles, mais qui mettent de l'argent de côté parce que ce n'est pas leur priorité. Donc, notre système éducatif est tellement formaté que nous continuons de perpétuer des programmes qui sont avilissants pour nos enfants et qu'on nous enseigne depuis les temps de la colonisation. Au lieu d'enseigner à nos propres enfants dans quel territoire ils vivent, quelle est leur histoire, quelles sont leurs traditions, quelles sont leurs valeurs, de quoi ont besoin leur pays, de quoi est-ce qu'ils ont besoin. Nous formons des médecins, on n'a pas d'hôpitaux. Nous formons des avocats, il n'y a pas de justice. Nous formons même des militaires, il n'y a pas de guerre. Et après, ils se retournent contre les populations. Mais nous avons besoin de construire des écoles, nous avons besoin d'éduquer les populations, mais on ne forme que très peu d'enseignants. On ne forme pas des gens dans le bâtiment. Il n'y a pas de grandes écoles de bâtiment dans certains pays. Et donc, on est là à perpétuer un système éducatif qui est formaté à nous rendre perpétuellement esclaves vis-à-vis de l'Occident. Dans nos écoles, on inculque les valeurs de l'Occident à nos enfants, comme on l'a fait pour nous. Ce qui veut dire qu'à un moment donné, notre champ d'action, notre champ d'activité, notre périmètre de fonctionnement va être toujours lié à l'Occident, mais ne sera jamais adapté et adéquat pour nos territoires. Nous avons été formatés et on continue de formater nos enfants à considérer même qu'ils sont inférieurs et condamnés à l'être. C'est une construction d'une mentalité d'esclave, en plus de l'Église qui fait tout le reste du travail. Parce qu'on l'a dit plusieurs fois ici, l'Église nous inculque l'idée que Dieu n'est pas noir.
que les histoires de la Bible, qu'on appelle des vérités bibliques encore. Je disais ça hier à un ami, c'est un oxymore. C'est deux mots qui n'ont rien à voir ensemble. Parce que quand on dit vérité, ça veut dire que c'est vérifiable. Donc, on parle de vérité de la religion, on parle de vérité biblique, et ce sont des vérités intouchables qu'il ne faut pas discuter, qu'il ne faut pas questionner. Mais on a enlevé toute notre histoire et les autres se sont appropriés complètement. Et maintenant, après, on nous renvoie ça en Afrique à nos enfants qui doivent considérer qu'eux, ils n'ont rien. Leurs ancêtres, c'était des gens mauvais, que les ancêtres qui valent la peine d'être cités, c'est Abraham, Jacob et Moïse. Sans savoir que ces gens-là, soit ils ont été égyptiens et noirs, soit ils ont été à l'école de l'Égypte. Et que l'école de l'Égypte existe toujours dans nos territoires. Nous avons encore ces enseignements-là qui sont là et il n'y a personne pour aller les comprendre. Il n'y a personne pour aller les entendre. Et personne ne veut en parler. Personne ne veut qu'on lui en parle. Les gens trouvent que c'est trop compliqué. Et donc, on continue à perpétuer cette construction de mentalité d'esclave pour nos enfants, en plus de ce que l'Église fait. Pour aller où? Pour faire quoi avec? Comment pourrons-nous développer un pays africain, un continent africain, si nous sommes toujours dans ce formatage-là? Alors, nous avons parlé un peu d'éducation et ça, effectivement, c'est un souci. Mais aussi, nous avons un défi de sensibilisation. Sensibilisation, pourquoi? Parce que il y en a qui sont grands, ok, qui ont déjà 35, 40 ans, 50 ans, voire plus, qui ne savent rien de leur identité. D'accord? Parce que, comme nous tous, ils ont été formatés avec ce système d'éducation et ils répètent encore ce qu'on leur a inculqué
et ils sont totalement ignorants de la réalité. Mais effectivement, de plus en plus, avec les difficultés de la vie, on voit ces gens qui sont frustrés et qui préfèrent sombrer dans le divertissement plutôt que de trouver le courage de reprendre conscience et de se remettre au travail. C'est aussi un conditionnement, d'accord? Et ce conditionnement, si cette masse critique-là que j'appelle de mes voeux, dont on parle, c'est-à-dire les gens qui acceptent de lire des choses différentes, acceptent d'écouter des conférences ou des formations ou des documentaires qui disent autre chose que ce que l'Église et l'école nous ont enseigné. Des gens qui veulent aller au fin fond des choses pour aller comprendre. Les gens qui ne rejettent pas les traditions africaines d'un revers de la main juste parce qu'on leur a dit qu'il faut rejeter d'un revers de la main, mais qui ont le courage d'oser, qui ont le courage de faire le pas pour aller dire comment ça fonctionne, quelles sont les règles de fonctionnement, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mauvais, pourquoi c'est ce que nous avons et qui est différent de ce que la colonisation nous a apporté. Donc, cette masse critique de gens qui acceptent de faire cette démarche-là doit continuer à sensibiliser ou doit véritablement s'investir dans la sensibilisation. Il faut expliquer aux gens qui sont âgés aujourd'hui et qui ne sont plus des enfants que ce qu'on nous a appris pendant 30, 40 ans, ce n'était pas la vérité. Mais pas qu'ils l'entendent comme une information pour leur culture générale, comme s'ils allaient répondre un jour à une question pour un champion quelque part là-dessus, non. Mais qu'ils l'entendent et qu'ils l'intègrent. Parce que à tout moment, on peut transformer sa mentalité. À tout moment, on peut transformer sa conscience, sa notion des choses. Peu importe l'âge, il n'y a pas d'âge suffisamment avancé pour ne pas comprendre les choses et changer le paradigme de fonctionnement. Donc, on a besoin de parler à des gens qui ont un certain âge, qui ont acquis certaines habitudes, mais qui ne sont pas des habitudes qui sont profitables pour nos pays, pour nos communautés. Et donc, à un moment donné, il faudra aller vers ces gens pour leur expliquer, madame, monsieur, on nous a appris ça du début jusqu'à la fin, nous avons grandi avec ça, mais ça nous a servi. Ça nous détruit. Ça nous empêche d'évoluer. Ça nous empêche de développer nos contrées. Et pire encore, ça handicape nos enfants. Ça handicape nos enfants parce que nos enfants n'auront absolument rien auquel ils peuvent s'accrocher parce qu'ils seront dans le flou de l'information qui circule aujourd'hui, effectivement, et en contradiction avec ce qu'ils apprennent à l'école et à l'église et à la maison. Alors, on dit que l'Afrique subsaharienne, il y a près de 400 millions de smartphones qui circulent en Afrique subsaharienne. Mais quels sont les contenus qui sont les plus regardés? Les blagues, le divertissement, le Congo-ça, les histoires de sexe, les potins. Après viennent les contenus religieux. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a tous les contenus vindicatifs, violents, dans lesquels les gens s'échappent à coups d'insultes et de déballage malsain, d'histoires privées. Des gens qui se chamaillent. L'Afrique est le paradis de la division. Quand nous avons 400 millions de smartphones qui nous permettent de nous connecter à Internet, au lieu de prendre ça comme un outil de sensibilisation et même de mobilisation, au lieu de prendre ça comme un outil d'éducation, de formation, d'information, on donne du pouvoir à des contenus qui n'aident pas le continent, qui ne nous aident même pas nous-mêmes. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, l'Occident a rejeté toute l'histoire de l'Église? Parce que leurs savants, leurs intellectuels ont fait des recherches et ont compris que ça ne fonctionnait pas de la sorte. Et ils l'ont enseigné dans les écoles. Les gouvernements ont créé la laïcité pour démarquer l'Église, la religion, de la politique et donc de la construction de la société. Ces intellectuels ont fait des conférences et des conférences dans les universités, dans les écoles, dans les associations, pour enseigner que c'était l'opium de leur peuple et qu'il fallait se démarquer de ça. On peut croire à un être supérieur, ceci, cela,
Mais la religion telle qu'elle était, telle qu'elle existait et existe toujours, est un frein au développement. Et ces communautés, avec l'éducation, la sensibilisation, la formation, l'information, ils ont accepté ça. Nous, nos intellectuels s'accrochent à ça et le défendent bec et ongle. Nos intellectuels, nos gouvernants vont enfermer des gens qui disent que l'Église ne fonctionne pas avec l'Afrique. Nos intellectuels vont défendre ce que l'Occident nous a vendu, puis s'est rendu compte que ça ne fonctionnait pas. Et eux, ils l'ont sorti de leur système d'éducation et de formation de leur génération. Nous, on imprègne nos enfants dedans. Nous, on trempe nos familles et nos contrées dedans. On le développe. Mais pour montrer quel exemple? Pour faire quoi de ce continent? Ce continent que nous appelons le continent, le berceau de l'humanité, l'Afrique, la mère des continents, notre patrie, notre mère. Au Togo particulièrement, notre patrie, quand elle a réussi son indépendance, bientôt on va le fêter, je crois que c'est le mardi, c'est une femme nourricière qui symbolise cette patrie-là. Mais regardez ce qu'on fait à notre patrie. Regardez ce que nous faisons à nos propres pays. Et après, on se plaint de quoi? Et quand on est frustré, on est fatigué par les aléas de la vie, on s'égosille à insulter des gens qui ont leurs intérêts. Parce que la France, tout comme les préfets qui nous servent de dirigeants, ils ont leurs intérêts. Ils n'ont absolument aucun intérêt à ce que la mentalité de l'Africain change. Mais l'Africain lui-même pense à quoi? L'Africain lui-même veut quoi? Quand il y a 400 millions de smartphones qui circulent, mais c'est pour écouter Lolo Beauté et compagnie. Je suis désolé, je ne vois pas les commentaires parce que, comme vous l'avez remarqué, j'utilise une application, donc du coup, je n'ai pas accès aux commentaires en face de moi. Mais voilà, on a un défi de sensibilisation de ces personnes aujourd'hui qui ont un âge qui leur permet aujourd'hui de jouer un rôle fondateur de la nouvelle Afrique. Mais ils sont tout aussi imprégnés dans le divertissement que tout le monde. Donc, on n'a rien à laisser à nos enfants. Ça va être pire pour eux. Parce qu'eux, ils vont arriver, ils ne vont rien comprendre de ce qu'ils racontent sur les réseaux sociaux ou ce qu'il va avoir de pire demain. Et ils ne vont pas comprendre quelle est la logique de fonctionnement. Ils seront encore plus acculturés que nous le sommes. Là. Éditorial, 4000 messages conscients avec vos frères. Le ciel va pas se sortir. Étonné au guidé. Étonné au guidé. Ok, c'est Dijo, que mañana, valotio a peur, que pour le Dieu n'a pas connu Sénita, aïe sous la pas diplomatie pour Sénita, à Tchapoué à l'autre, à Poudo 7 Béka, oh my god, au bout que ton validor, et ton confidor, et ton prochain, ex, maintenant, à ce qui, ça pour sa vérité, action nous d'attirer. Papa de 58, t'as parlé pour Ayami. Laisse-moi te dire, pas que le temps de Camille. Une copie de minutes, une appelée Katia. Et les autres, ça l'air à y mon bénion. Et la tia ou là, nous en petit et sautis. Et le transport à Bakpé. Et soit là, nous la tia pour aller sortir à City. Et me dédier ton Bakpé. Et que là, nous la tia ou sous l'outil. Ça c'est pour nous bien. Papa avec la qu'on a pété. Et ça, bébé. Et là, il peut faire. Et ton porte-à-peu. Les parents abattus. Maman, il y a 6 000.
Topano palo, eche pokuwa mjo sani weto, letija, asiame mjo nyana nono, tengo kufiwa, popo ene show, masaka, amopana pa konemko, nito ya wuta mlenko, je blomo code comme un trop bénéficiaire, je parle si papa, c'est ça mon boulot, le bouteille que tu pleures, trop de je le pleure, trop de je le souffre, trop de je le crève, trop, putain, trop, merde, trop, on les cuit, on les cuit, on les cuit, on les fort, on les fort, pas piquer ni les connivales. On les cuit, on les cuit, on les cuit, on les fort, on les fort, pas piquer ni les connivales. Vito, les teachers, lève-moi quand tu n'attends pas. La couture, au moins, quand tu as ton Dieu. Vous t'envidez, vous t'envidez, pour la l'enfant, la catasolière. Et voilà, vous n'en avez couplé. Et voilà, avec l'autre assistant. Vito, t'as oublié, ça va, c'est un Vito, t'as oublié, avec la coupe, pour que soyez contentis. Au même docteur, des calculs, les mecs qui ne fallait, avec les CBD, et les doigts fruits, et les diaphragmes, et les jomaou, après les seuls. Bon. On va parler du troisième point, le problème de la mobilisation. Le problème de la mobilisation pour l'Afrique. Et c'est encore un constat amer, je dirais, c'est-à-dire un constat difficile, de devoir dire que nous sommes incapables de nous mobiliser, de nous rassembler pour les bonnes causes. Il y a des initiatives. Hein. C'est vrai qu'il y a des initiatives. C'est vrai qu'il y a des trucs intéressants auxquels on peut s'associer, qui fonctionnent parce qu'on échange et tout ça. Mais je parle d'un investissement véritable dans ces initiatives-là. Une mobilisation forte et durable. Parce que ça commence et ça descend très vite. Parce que, comme je l'ai dit au début de mon intervention, c'est difficile. La tâche est grande, elle est lourde. Et on a l'impression qu'on n'a pas les moyens. Et donc, on commence, on a un peu de cœur à l'ouvrage, et puis à un moment donné, ça baisse, et puis on laisse tomber. Nous sommes incapables de nous mobiliser, de nous rassembler pour les bonnes causes. Mais pour manger, pour danser, pour faire des soirées comme des soirées Colicot, Foufou et compagnie, boire, rigoler, on a le temps, tout le temps. On a le temps, tout le temps pour manger, boire et danser, se divertir. Mais pour être investi dans des mobilisations fortes qui ont à cœur de changer les choses, ça commence, ça diminue, on arrête. Combien sont-ils ces gens qui ont voulu s'investir pour changer les choses et qui ont consacré leur vie, à un moment donné, ils ont tourné le dos parce que la mobilisation ne prenait pas. Parce que les gens se fatiguaient vite. Et pire, parce que les gens se mobilisent, mais les divisions viennent détruire les idéaux. La division va venir détruire l'objectif pour lequel la mobilisation a été suscitée. Les Africains passent leur temps à valoriser leurs différences, des particularismes les plus ordinaires. Ah, les gens de telle ethnie, vous avez les oreilles comme ça, vous avez le nez comme ça, vous faites ceci. Vous faites partie du même pays. Vous payez le même bol de maïs à 600 francs. Il n'y a personne qui va montrer sa carte de parti ou sa carte d'ethnie et on lui fait une réduction spéciale. Vous avez tous des problèmes de pauvreté. Mais vous galvanisez, valorisez des particularismes ordinaires. Nous, Africains, nous cultivons la distinction de l'autre. Alors que nous avons les mêmes défis, les mêmes problèmes, les mêmes soucis. Le pire, même à l'étranger, ils le font.
les Camerounais, par exemple, vont se rassembler entre Camerounais, oui, mais encore au sein de la communauté camerounaise, il va y avoir des regroupements de Bamieleke qui ne se mélangent pas aux autres. Les Togolais, les Béninois, les Ivoiriens, il y en a tellement. Dans une petite ville, une seule ville, une capitale, il y a 3-4 associations de tels ressortissants de tel pays à l'étranger, dans le pays, qui se font concurrence, qui grappillent sur la même représentativité, qui se chamaillent. Au pays même, n'en parlons pas. Nous cultivons la distinction de l'autre et ça crée des divisions. Et tout ça nous empêche de constituer une force tactique, une force pratique qui est capable d'aller sur le terrain ou en tout cas d'agir efficacement de façon stratégique pour transformer nos pays. Jusqu'à quand allons-nous être complices en restant passifs ou en restant divisés, mais complices de la destruction continuelle de notre continent? Jusqu'à quand allons-nous négliger autant notre devoir vis-à-vis de notre continent, vis-à-vis de nos patries? C'est vrai qu'on va avoir l'excuse de dire, les dirigeants, ouais, ils font ci, ils font ça, ils font ci, ils font ça. Mais ils sont combien, les dirigeants, par rapport à la population? Et en plus, quand eux tirent leur épingle du jeu, parce qu'ils n'ont pas la hauteur suffisante pour faire les choses comme ils doivent faire les choses, ou parce qu'ils subissent des contraintes, on ne sait pas. Vous et moi n'avons pas encore été président de la République pour savoir ce qui se passe dans ce fauteuil-là ou quelles sont les contingences qui sont comme des menaces sur leur tête, des épées de Damoclès sur leur tête. Mais peut-être qu'il ne s'agit pas de prendre le pouvoir ou d'accéder au pouvoir. Il s'agit juste d'éduquer nos enfants différemment. Il s'agit juste de dire à nos enfants que ce en quoi on nous oblige à croire ne nous correspond pas. Il s'agit pour nous de récupérer ce qui nous a été volé en termes d'information, en termes d'histoire même, de se l'approprier à nouveau pour galvaniser nos progénitures. Il ne s'agit pas forcément de prendre le pouvoir pour pouvoir changer les choses. Prenons-nous un temps pour faire une contre-éducation à nos enfants sur certaines choses. Ou même pour, ne serait-ce que l'enfant revient de l'école, on lui enseigne sur la géographie de la France, de l'Europe et tout ça, et puis l'enfant revient de l'école et le samedi matin, nous on l'amène dans les villages pour aller rencontrer les vrais territoires. Pour lui parler de l'histoire de ces peuples-là, des gens qui ont quitté je ne sais pas où pour arriver je ne sais pas où. Pour véritablement leur mettre ça dans la tête pour qu'ils s'approprient leur propre tradition, leur propre identité. Combien sommes-nous à dire à nos enfants, écoute, Jésus n'a peut-être pas existé, qui n'est peut-être pas le Fils de Dieu, mais toi, à l'intérieur de toi, il y a une énergie en toi qui est Dieu en toi. Tu dois pouvoir écouter ton intuition. Tu dois pouvoir prier pour que tu aies l'énergie et la force nécessaires pour affronter les conditions de vie. Combien sommes-nous à le faire? Même moi, je vous en parle, je ne le fais pas. Parce que la première phrase que je vais dire, la maman va me dire, arrête de raconter tes bêtises là à mes enfants. Elle va leur dire, papa, maman, papa n'est pas là, qu'est-ce que tu veux? Mais c'est ça, nous avons ces problèmes-là, ces défis-là, pour pouvoir éduquer nos générations à aller de l'avant. Mais on se plaint tout le temps sur les réseaux ici.
On a tout le temps un commentaire. Oui, c'est pas normal. Ouais, c'est pas si, ça vaut rien, et tout ça. Quand on a fini de faire les commentaires pour dire ce qu'on pense, ou peut-être pour entrer dans une forme de dynamique donnée, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Je viens de lire des commentaires, dire ah, il faut que tu souris, il faut que tu fasses quoi? Je ne suis pas là pour sourire. Je ne vais pas créer apéro conversation pour venir rigoler avec vous, faire le zouave là. Apéro conversation, dès le départ, tout le monde savait ce que c'était. Qu'on va peut-être écouter de la musique, rigoler, faire des blagues, mais on est là pour apprendre. On est là pour échanger. On est là pour discuter des sujets. Vous me donnez du travail, je le fais et je le rends. Je suis très honoré de le faire. Mais si vous voulez que quelqu'un vienne rigoler pour vous faire plaisir, je pense qu'il y a tellement de plateformes. Moi-même, je vais les regarder pour rigoler. Il y a tellement de coupeurs de vidéos, il y a tellement de sujets bidons qu'il y a sur plein de plateformes. Vous avez de quoi vous servir là-bas. Donc, je suis désolé si je ne souris pas aujourd'hui, mais je suis absolument, je ne dirais pas fâché, mais déçu de voir que l'âge est en train de passer pour nous, hein, vous savez, les amis. Mais si nous, on ne fait pas quelque chose, qu'on ne transmet pas, vous voulez que nos enfants, en 2050, 2060, répètent les mêmes phrases qu'on a répétées? Comment on répète les mêmes phrases que nos ancêtres? Nous disons les mêmes choses que la génération des Sylvanus Olympio et des Kwame Nkrumah aujourd'hui. Mais c'est la faute à qui? Si ces gens-là ont dit ça, mais n'ont pas transformé la chose, nos parents ont dit et n'ont pas renversé la vapeur, nous venons faire exactement la même chose. Et après, nous croisons les bras et nous espérons que les prochaines générations qui sont éduquées et élevées dans le loisir, avec l'intelligence artificielle, des facilités par-ci, TikTok, Instagram et compagnie, vous voulez qu'ils viennent faire quoi exactement? Donc, en fait, on va venir ici, on va dire les mêmes histoires, on va raconter les mêmes trucs. Vous allez me donner des thèmes, je vais venir avec des thèmes. On va passer 1 heure ensemble, je vais boire, on va faire des blagues, on va parler de Salomon, de je ne sais pas qui, tout ça. À la fin, on ferme nos cahiers, on ferme apéro conversation et puis c'est fini. Mais ça continue comme ça continue, ça va comme ça va. Moi, je nous exhorte. Et s'il y a plus de Togolais qui sont sur la page aujourd'hui, c'est parce qu'en vérité, je ne vais pas forcément mobiliser dans les autres communautés. J'aurais pu le faire, partager dans les groupes africains, camerounais, ivoiriens, des groupes d'afro-activistes et tout ça pour essayer d'aller chercher de la visibilité chez eux. Non, moi, je vous l'ai dit dès le départ, je ne suis pas ici parce que je cherche la popularité. Je fais apéro conversation pour servir. Et je le ferai encore, même s'il y a 2 personnes, même s'il y a 0 personne, je ferai les vidéos pour que ça reste. Mais si je ne vais pas chercher dans les autres communautés, ce n'est pas forcément parce que je les rejette ou que je n'en veux pas. Mais je vous l'ai dit ici une fois que quand je vois l'Afrique, le Togo a la forme d'une serrure. Et de plus en plus, quand je fouille dans les choses, quand vous m'y poussez et que je rentre dans des trucs, je me rends compte que ne serait-ce que notre langue que nous parlons sur le territoire togolais a tellement de rapports et de ramifications avec l'Égypte que nous avons quelque chose à faire. Je suis absolument convaincu de ça. Mais encore, à 2 jours, 3 jours de notre indépendance, de la célébration de notre indépendance, il est triste de constater que nous sommes toujours au même point, que ça ne change pas, mais que nous continuons à écouter d'une oreille, ça sort par l'autre oreille et nous courons vers les distractions. Mais moi, je ne vais pas faire de la distraction. Je n'ai pas de talent de comédien. Si j'en avais eu, je serais dans une troupe d'humoristes ou je ne sais pas quoi. Je ne serais pas en train de faire ce que je fais ici. Donc, il y a des jours où effectivement, on va s'amuser, on va dire des choses.
On va essayer de faire passer des informations dans une bonne ambiance et tout ça. Mais il y a des fois où il faut qu'on comprenne que quand c'est sérieux, c'est sérieux. Et que si nous aussi, nous nous amusons comme nos parents, comme nos grands-parents, ou encore je ne sais pas qui, c'est mal pour nos enfants. On se plaint aujourd'hui qu'après le Togo, le Gabon et je ne sais pas quel autre pays, le Zaïre, la RDC, il y a encore un fils d'eux qui prend le pouvoir après la mort de son père. Mais qu'est-ce que les gens ont fait au Togo, au Congo, au Gabon? Qu'est-ce que les Africains ont fait pour que ça ne se reproduise plus? Mais si ça a été accepté au Togo, qu'on a croisé les bras et qu'après, bon, on a fait avec. Au Gabon, pareil. Aujourd'hui, au Gabon, ils sont en train de préparer le petit-fils d'Omar Bongo, qui est déjà en train de gérer les affaires présidentielles, comme Faure Gnassingbé le faisait au temps des Yadema avant de prendre le pouvoir un certain 5 février 2005. Et après, ils ont fait les élections, il y a eu des morts dans un bain de sang, et aujourd'hui, il est président depuis 15 ans. Malgré même qu'on attend que, bon, d'une certaine manière, il fasse quelque chose de différent par rapport à son père, son pouvoir s'est tellement installé qu'il n'a plus de compte à rendre à personne. Mais aujourd'hui, c'est le Tchad. Et on dit, c'est pas non, les constitutions africaines, c'est vraiment des papiers hygiéniques, ça vaut rien. Qu'est-ce que les populations africaines font? Les gens conscients qui aiment faire les posts sur les Facebook et toute compagnie, qu'est-ce qu'ils font pour que les constitutions là aient de la valeur? Quelle mobilisation? Quelle sensibilisation? Quel engagement? Sur combien de temps? Mais Rome ne s'est pas construite en un jour. C'est pas parce qu'on a fait un post aujourd'hui où on a dit des choses, ou c'est même pas parce que moi je fais ce live aujourd'hui où j'exprime toute ma déception que ça va changer quelque chose. Mais il faudrait que juste après, que l'on fasse quelque chose. Mais faire, c'est à nous de le faire. Parce que je suppose que si vous étiez seulement pris par le divertissement et l'amusement, il y a longtemps, vous serez parti. De toutes les façons, je vois comment la fluctuation se passe quand les gens se connectent. À un moment donné, vers la fin, on se retrouve à 20 parce que beaucoup se sont ennuyés, ils sont partis. Une fois, on m'a demandé pourquoi est-ce que les gens ne viennent pas, ce que tu fais est intéressant, je partage dans plein de groupes et il n'y a personne qui vient. Je dis, c'est la récréation. Et là, la récréation, jusqu'à quand? N'est-il pas temps que la récréation soit terminée? N'est-il pas temps que l'on se regarde dans le miroir et qu'on se dise, quelle est ma part dans cette génération? Qu'est-ce que je suis venu chercher dans cette vie? Un salaire à la fin du mois? Avoir la possibilité de partir en vacances? D'acheter des Ralph Lauren ou je ne sais pas quoi, des habits, des Gucci? Changer de voiture toutes les 5 années? C'est ça notre part dans cette vie? C'est pour ça que nous sommes venus? C'est pour ça que nous avons les notions que nous avons la conscience de choses dont nous pouvons en parler en public dans des conversations autour des dîners? Cette conscience que nous avons de l'intérêt supérieur de l'Afrique, d'une certaine hauteur de nous-mêmes. Moi, il m'arrive de me demander qu'est-ce que je fais? Quel est l'impact que je suis venu chercher dans la vie? Attendez, je vais bloquer un marabout. Et on se pose des questions. Qu'est-ce que nous allons apporter à notre génération? J'aimerais vraiment vous inviter à vous poser la question de qu'est-ce que nous sommes venus apporter à cette génération. Le continent africain, nos différents pays, le Togo, le Bénin, le Gabon, le Tchad, ils ont besoin, pas de tout le monde, mais d'une masse critique de gens qui comprend et qui agit. Nous devons penser à être de la génération utile pour notre continent. Et si on ne pense pas à ça, si on n'agit pas dans ce sens, je pense que c'est mal parti. Et que nous serons vieux demain, vous et moi,
mais on verra nos enfants discuter toujours des mêmes histoires parce qu'ils seront dirigés par les enfants de nos dirigeants actuels et il va y avoir un enfant président de la France qui va venir donner la leçon à nos papas chefs d'État. Si c'est ça, allons-y. Alors, voilà le thème d'aujourd'hui. Je voulais faire 1 heure. Ça fait 1h15 qu'on est ensemble. Donc, je vous remercie d'avoir d'avoir répondu, au rendez-vous de ce samedi. On va garder le contact, bien entendu. Je pensais faire un live spécial demain matin pour avoir 10 personnes pour faire un débat autour du Togo. Mais je ne sais pas, je vais continuer d'y réfléchir et puis je vais écrire à certains parmi vous s'ils sont intéressés à ce qu'on fasse un débat. Si vous êtes intéressés, contactez-moi. C'est-à-dire qu'on poserait la question du Togo par rapport à l'indépendance, faire peut-être un petit bilan entre nous et puis voir quelles sont les idées qui peuvent germer. Donc, un maximum de 10 personnes pour faire un live demain autour de 10h le matin. Comme ça, les gens peuvent suivre aussi en Afrique. Mais c'est exclusivement sur le Togo. Il y a cette page aussi, Togo Génération Réussite, que je vous invite à aller liker et partager les contenus qu'il y a dessus. Parce que, en fait, ce qu'on essaie de faire sur cette page-là, Togo Génération Réussite, je ne sais pas si Camille peut mettre le lien en commentaire pour moi. Donc, vraiment, cette page veut mettre en avant les Togolais qui soient forcément connus dans le passé ou qui soient connus ou pas vraiment connus, mais qui apportent une différence là où ils sont. Donc, c'est pour ça que je vous invite à aller liker cette page. Et puis, si vous êtes intéressé, on peut en parler inbox dans les messages. Si on fait une émission spéciale demain ou carrément si on laisse ça pour mardi, le jour même de la fête. Mais c'est à vous de voir. Donc, je vous laisse avec cette chanson de l'artiste togolaise Renia. Le titre de la chanson, c'est « Croire encore ». On va continuer d'y croire et peut-être que ça va donner quelque chose à force. Hello Jesus, how are you today? I've been broken so many times. Hello Jesus, tell me, will I come back to your grace? Will my heart find your joy again? Longing for your love in this world where
Merci Camille. Malgré l'amour qui frappe à ma porte, malgré l'échec qui affaiblit mon corps, encore, malgré la rupture qui a brisé ma foi, encore, malgré cet enfant qui ne reviendra pas. Ceux qui ont participé à l'émission sur la morale selon le roi Salomon, vous avez reçu des certificats de participation. Vous pouvez les partager sur vos pages aussi pour nous encourager. Comme ça, les gens verront. Et puis, le document que je vous ai envoyé aussi, sur lequel j'ai travaillé énormément, je vous invite à le partager à beaucoup de gens parce qu'il y a tellement d'informations dedans qui sont référencées avec des notes sur les passages et tout ça. Ça permettrait aux gens au moins d'étudier cette partie de la Bible-là qu'on ignore et puis aussi de comprendre quelle est la référence de Salomon dans la construction de notre morale. Donc, partagez comme vous voulez à des gens qui sont intéressés. C'est un document que je vous laisse absolument libre. Je me demande même si je ne veux pas mettre un numéro d'édition dessus et partager ça gratuitement sur une plateforme. Donc, vraiment, merci. Et puis, félicitations à ceux qui ont reçu leur certificat. Les autres, vous vous êtes inscrits. Vous n'avez pas payé, mais vous avez reçu quand même le lien de la formation plus le document, mais vous n'aurez pas de certificat. En effet, monsieur Ajavon, c'est tout un bouquin, en effet. Ça m'a valu 3-4 nuits blanches là, mais je suis content de l'avoir fait parce que ça résume et puis j'ai découvert des choses en le faisant et c'est pour ça que c'est toujours plaisant de travailler avec vous et pour vous. Bon. Merci à vous. Merci pour votre fidélité. Fofo, on n'a pas encore dit qu'on vient demain. Merci beaucoup. Bonsoir. Et puis, si les gens m'écrivent, on va peut-être faire l'émission demain. Et rapidement, je vais créer un événement sur la page pour qu'on puisse se retrouver autour du Togo. Mais on choisira une date. Si ce n'est pas demain, si ça peut être mardi ou même lundi soir, c'est à vous de voir. Moi, je suis ouvert à ce qu'on entame un débat, une discussion sur le sujet. Bonsoir chez vous. Mais quand j'ai parlé de vivre, puis mourir, je n'ai pas de considération particulière pour la mort parce que de toutes les façons, elle est inévitable. Vivre, c'est aimer. Aimer, c'est vivre. On cesse de vivre lorsqu'on cesse d'aimer. Et l'amour, c'est important pour vivre. La mort, c'est la fin de la vie. L'amour, c'est l'antithèse de la mort. Il faut aimer. Il faut s'aimer soi-même. Si on cesse d'aimer, on cesse de vivre.